Donc, bonjour à tous. Moi, je suis doctorante en santé publique en fait, au sein d'une unité mixte de recherche INSERM qui s'appelle le CESTIM à Marseille, qui travaille en étroite collaboration avec l'Observatoire régional de la santé, PACA. Et donc, je mène cette thèse de santé publique sous la direction du docteur Pierre Verger. Je suis financée par la Fondation Méditerranée Infection ainsi qu'avec un complément de l'ORS. Donc, ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, effectivement, c'est les variations régionales qu'on peut observer quant aux perceptions et aux pratiques des médecins généralistes. Alors, tout d'abord, on peut rappeler quelques éléments de contexte sur les couvertures vaccinales et plus généralement le contexte vaccinal français. Si les objectifs de couverture vaccinale sont atteints pour les vaccinations obligatoires, donc DT polio et les valences qui y sont associées, hémophilus, coqueluche, certaines couvertures présentent certaines vaccinations présentent des couvertures qui sont encore insuffisantes à des niveaux différents. L'hépatite B, on n'en est pas très loin, on est à 83%. Mais surtout, ce qui est intéressant avec les vaccinations qui sont listées ici, c'est qu'on a des disparités régionales avec un gradient grosso modo nord-sud. Donc l'insuffisance de certaines couvertures vaccinales, elle est à mettre en lien avec une multiplication des controverses sur la vaccination depuis les années fin 90, on va dire. On en a parlé tout à l'heure vis-à-vis de HPV, mais il n'y a pas eu que ça. Et ça a alimenté, en fait, d'après ce qui a été qualifié dans la littérature scientifique, l'hésitation vaccinale. En population française, on a des éléments qui nous permettent un petit peu de l'estimer. Donc, les données du baromètre santé montrent qu'en 2005, il y avait 10% de la population qui était défavorable à la vaccination en général. Ça a augmenté à 40% en 2010, donc juste après la grippe H1N1. C'est un peu redescendu en 2014, sans toutefois retrouver le niveau initial. Ce qu'on peut noter également, grâce à une étude qui a été faite dans 67 pays, c'est que les Français, on est champions pour ce qui est des doutes sur la sécurité des vaccins. On apparaît bien au top niveau. Alors les pays européens, ils ne sont pas loin derrière non plus. Donc il y a 41% des répondants qui avaient des doutes sur la sécurité des vaccins. Alors le médecin généraliste, dans tout ça, il a un rôle qui est crucial. D'abord parce que, d'après un rapport de l'École des hautes études en santé publique, il y a 90% des prescriptions de vaccins qui sont faites par les généralistes. Et puis leur influence, elle est avérée sur l'acceptabilité vaccinale. Ça s'est bien démontré dans la littérature. Cependant, les médecins généralistes, comme d'autres professionnels de santé, peuvent être traversés par l'hésitation vaccinale et peuvent avoir des doutes. C'est ce qu'on a pu mettre en avant, nous, dans les travaux de l'équipe. Donc pour le travail que je vous présente aujourd'hui, on s'est basé sur un outil qui est le panel de médecins généralistes. C'est un panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice. C'est une collaboration entre l'adresse, différents ORS et des URPS. Et donc en 2014, c'était sa 3e édition. Il y avait donc un panel, en fait, c'est constitué de vagues successives d'enquêtes. Donc tous les 6 mois, les médecins qui ont accepté de rentrer dans le panel sont interrogés sur des thématiques différentes. Et en 2014, la première vague d'enquête portait essentiellement sur la vaccination. Donc l'échantillonnage, c'est un échantillonnage à partir du répertoire partagé des professionnels de santé. C'est un tirage au sort, stratifié sur l'âge, le sexe, le volume d'activité et la densité de médecins. On utilise ce qu'on appelle l'accessibilité potentielle localisée, qui nous permet de tenir compte de la densité et de l'offre aussi des communes environnantes. Il y a eu 4 échantillons, un national, un en Pays de la Loire, un en Poitou-Charentes et un en PACA. Donc les médecins généralistes, ils étaient interrogés par téléphone, par des enquêteurs professionnels. Ils répondaient à 40 questions, avec des questions qui portaient sur leurs caractéristiques professionnelles, leur perception des risques et de l'utilité des vaccins, la confiance dans les différentes sources d'informations, la fréquence à laquelle ils recommandent les vaccins, et puis aussi leur adhésion aux différentes recommandations. Donc les réponses, elles étaient posées de façon fermée, sous la forme d'échelles de Likert, allant de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord pour ce qui est des questions d'opinion. Pour la fréquence de recommandation, on demandait aux médecins à quelle fréquence ils recommandaient les vaccins. Ça allait de jamais, parfois, souvent, toujours. Voilà. Et donc les données ont été redressées, donc ça c'est grâce à un système de pondération qui nous est fourni par l'adresse, qui nous permet d'être représentatif sur les variables de stratification. Donc les objectifs qu'on s'était fixés dans le cadre de cette étude, c'était de comparer le niveau national et les 3 régions participantes sur les perceptions des risques et d'utilité par les médecins généralistes, leur confiance dans les sources d'informations officielles et spécialisées, la fréquence de leurs recommandations des vaccins. Et ce qu'on souhaitait également, c'est analyser les facteurs individuels et contextuels qui sont associés aux variations régionales des recommandations. Donc on a posé plusieurs hypothèses sur ces variations régionales.
Premièrement, que des différences d'adhésion aux recommandations, que ce soit en matière de vaccination ou de façon plus générale quant aux bonnes pratiques de prescription, puissent expliquer des variations régionales de recommandation des vaccins. En deuxième hypothèse, on a pensé que la pression épidémiologique, donc les maladies qui circulent dans l'environnement du médecin, puissent avoir un impact également sur ces variations régionales. Et enfin, que les hésitations vaccinales plus ou moins fortes dans la population du lieu d'exercice puissent être associées aux différences de recommandations. Donc vous voyez des hypothèses à différents niveaux, l'hypothèse H1 au niveau individuel et H2 et H3 au niveau contextuel. Donc on a mobilisé comme données évidemment les données du panel. Donc on avait donc, sur ces 4 échantillons, vous pouvez voir la taille des échantillons. Donc on avait près de 2700 médecins au total. On est allé aussi mobiliser des indicateurs ROSP, donc pour construire un indicateur composite d'application des recommandations de la CNAM. On a sélectionné, vous savez qu'il y a pas mal d'indicateurs, on en a pris un dans chaque catégorie et on avait exclu les indicateurs qui étaient uniquement déclarés. Pour les données contextuelles, on a fait appel donc, aux données du baromètre santé qui nous permettait d'avoir la proportion de personnes défavorables à la vaccination comme proxy de l'hésitation vaccinale en population. Ensuite, on a également pris les incidences de certaines maladies. Donc, on a pris celles qui circulaient et pour lesquelles on peut avoir des épidémies, donc les infections à méningocoque, la rougeole ou la grippe, pour construire un indicateur de pression épidémiologique. Et enfin, on a souhaité tenir compte de l'offre d'autres prescripteurs de vaccins, que sont les pédiatres, donc avec le même indicateur à accessibilité potentielle localisée. Donc, pour nos analyses statistiques, on a construit des variables sous la forme de scores. Donc, selon une méthodologie qu'on a déjà publiée et qui est validée, donc comme les réponses sont sous la forme d'échelle de Likert allant de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, on a codé 1 pas du tout d'accord et 4 tout à fait d'accord. Et donc, on a calculé un score en faisant la somme des réponses des médecins généralistes aux différents items considérés. Donc, par exemple, pour la perception des risques, les médecins étaient interrogés par exemple, on leur demandait s'ils pensaient probable le lien entre la vaccination hépatite B et les scléroses en plaques. Donc on a procédé de la même façon pour construire un score de doute sur l'utilité des vaccins, un score de confiance dans les sources d'information officielles et spécialisées. Donc là, c'est ministère de la Santé, agences sanitaires, etc. Et puis également un score de fréquence de recommandation des vaccins. Donc là, on abordait 6 situations vaccinales pour lesquelles les couvertures vaccinales sont insuffisantes. Donc, par exemple, la rougeole chez les adolescents ou les adultes jeunes non immunisés. Et donc ça nous a, cette variable fréquence de recommandation, c'était notre variable dépendante, donc la variable à expliquer dans notre modèle. Donc par la suite, en fait, on a réalisé des régressions linéaires multiples par étape. En fait, en première étape, donc en modèle 0, il contenait uniquement en fait, la variable région. Et puis, on a ajouté d'autres variables pour pouvoir voir l'effet de l'ajout de ces variables sur notre variable région. En attendant, que si la variable région, l'effet de la variable région diminue, voire est annulé, ça veut dire que les variables qu'on ajoute ont un impact sur celle-ci. Donc, en modèle 1, on a ajouté les variables de caractéristiques professionnelles. En 2, celles des perceptions et les scores en fait, de perception et des vaccins et la confiance que je vous ai présenté. Et en 3, les variables d'adhésion. En 4, enfin, les variables contextuelles, donc selon les hypothèses qu'on s'est fixées. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, tout d'abord, ici, sur les scores, on peut lire les scores moyens par échantillon avec leur intervalle de confiance. Tout d'abord, on peut voir que les scores de perception des vaccins et des risques sont tous significativement différents selon les échantillons. Sur l'utilité, on peut voir qu'en moyenne, les médecins généralistes de PACA expriment plus de doutes que les autres, et les médecins généralistes de Poitou-Charentes expriment moins de doutes. Pour ce qui est des risques, les médecins généralistes de Pays de la Loire et de Poitou-Charentes expriment moins de doutes en moyenne sur les risques que des vaccins que les autres. Pour ce qui est de la confiance, le score de moyen était plus élevé. Le score moyen le plus élevé se retrouvait chez les médecins généralistes de Poitou-Charentes et le plus faible en PACA. Là aussi, on a des différences qui sont très significatives. Et enfin, sur le score de fréquence de recommandation, on voit bien là des différences significatives selon les échantillons, avec des médecins généralistes en PACA qui recommandent en moyenne moins fréquemment que les autres les vaccins à leurs patients. Et les médecins de Pays de la Loire étaient, semble-t-il, les meilleurs élèves.
Alors, quand on commence maintenant notre modèle de régression multiple par étape, donc là, on a introduit que la variable région, donc on retrouve bien notre corrélation positive pour Pays de la Loire et négative pour PACA. Donc là, en 1, on ajoute les caractéristiques professionnelles. On peut voir que ça réduit légèrement l'effet des variables région. Là, on a une qualité du modèle qui est encore pas terrible. On a 17% d'explication de la variabilité des fréquences de recommandation. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'exercer une médecine complémentaire de façon non exclusive, donc type homéopathie, ostéopathie ou acupuncture, ou déclarer avoir fait l'expérience d'un événement grave potentiellement lié à une vaccination chez l'un de ces patients, était significativement et négativement lié à la fréquence des recommandations. Les médecins qui exerçaient en groupe, par contre, ou qui avaient suivi des formations continues, recommandaient plus fréquemment que les autres. Dans notre deuxième étape, donc là, ici, il faut imaginer qu'en fait, on a les variables de la diapositive précédente qui sont toujours présentes. Là, à ce stade-là, en fait, on voit une disparition de notre effet PACA, ce qui signifie que les variables qu'on a introduites, donc nos variables de score, permettent de l'expliquer en partie. Par contre, l'effet Pays de la Loire persiste. On peut dire que d'avoir des doutes sur les risques et l'utilité des vaccins est négativement associé à la fréquence de recommandation, mais que par contre, avoir confiance dans les sources officielles est positivement associé à la fréquence de recommandation. Donc en 3, on ajoute nos variables d'adhésion. Là, on voit une diminution légère de l'effet Pays de la Loire, donc ce qui valide quelque part notre hypothèse 1, avec un effet d'adhésion aux recommandations. On remarque que les médecins généralistes qui adhèrent aux recommandations en matière de vaccination, qui appliquent le mieux les recommandations de la CNAM en matière de prescription, recommandent plus fréquemment que les autres les vaccinations à leurs patients. Pour ce qui est de l'effet contexte, là c'est un peu décevant parce que du coup il n'y a pas il n'y a pas d'impact vraiment retrouvé de ces variables de contexte, en tout cas sur notre variable région. Donc on ne vérifie pas notre hypothèse qu'on avait posée sur l'hésitation vaccinale en population. On ne la retrouve pas ici parce que tout simplement en univarié déjà elle n'était pas significative, donc on ne l'a pas inclus dans notre modèle en multivarié. On peut quand même noter que la densité de pédiatres est significativement associée à la fréquence des recommandations. Alors, on a fait le constat donc, de variations régionales sur les pratiques des recommandations des vaccins. On a mis en place une méthodologie pour essayer de les expliquer. On a fait ça à partir de données qui sont assez riches, les données du panel, avec 4 échantillons qui sont conséquents, pour lesquels on avait un très bon taux de participation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on était aux alentours de 90% pour la vague d'enquête, et le taux d'acceptation à l'inclusion dans le panel, il est de 46%. On a des échantillons qui sont représentatifs grâce au redressement, en tout cas sur les caractéristiques, sur les variables de stratification. Cependant, on peut tout de même dire qu'on est sur des données déclaratives, donc on a toujours un biais inhérent à ce type d'enquête qui est un biais de désirabilité. On ne peut pas exclure que les médecins surestiment un peu la fréquence à laquelle ils recommandent les vaccins. Cependant, on sait que d'après certaines études, ce serait de l'ordre de 10% maximum. Sur le bilan de nos hypothèses, on a vérifié notre première hypothèse, mais pas nos 2 dernières hypothèses. Et alors, après, en termes d'interprétation, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? On aurait envie de dire quand même qu'il y a quelque chose qui serait peut-être de l'ordre d'un effet école, ou en tout cas faculté de médecine. Pour ça, on aimerait bien pouvoir comparer un petit peu plus les formations initiales des médecins. Il y a une étude EDUVA qui a été faite auprès des étudiants en médecine qui leur demandait ce qu'ils pensaient de la formation sur la vaccination et de lister également les méthodes qui étaient utilisées selon les facs. Eux, ils ne retrouvent pas de différence significative selon les facs. Donc, bon, on n'est pas très avancé de ce côté-là. Est-ce que ce serait du côté de la formation continue que les différences pourraient se faire ? La question, elle est posée. Ensuite, on a vu un effet organisation du cabinet. Donc, le fait d'exercer en groupe, ça avait un effet. Le fait de pratiquer une médecine complémentaire type homéopathie, ça avait également un effet. C'est des résultats qui étaient relativement attendus. Il y avait un impact sur la variation régionale, mais ça ne l'expliquait pas totalement. L'effet perception des vaccins et confiance, qui jouait peut-être le plus fortement dans notre modèle sur la variable région, fait disparaître l'effet PACA, mais pas l'effet Pays de la Loire, qui persistait encore, et les variables contextuelles qui ne jouaient pas vraiment sur les variations régionales.
Donc il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre culturel que nous, on ne mesure pas dans notre modèle, donc on pourrait éventuellement aller plus loin pour ce qui est de la compréhension des déterminants et des variations régionales. Mais d'un point de vue un peu plus pratique, on peut dire deux choses. Finalement, c'est que les variations des recommandations des vaccins par les médecins généralistes rejoignent dans une certaine mesure, nous on parle sur 3 échantillons, 3 régions différentes, les disparités de couverture vaccinale qui sont connues d'autre part en population. Ces résultats montrent qu'il y a des stratégies d'intervention pour remédier à l'hésitation vaccinale des médecins qui doivent être adaptées selon les régions, avec peut-être un accent à mettre sur l'acquisition de savoir-faire pour répondre à ces patients, pour répondre aux questions de ces patients. Le médecin généraliste doit pouvoir s'appuyer également sur des éléments scientifiques, techniques, ça peut prendre la forme d'argumentaire par exemple. Ce que donne une revue de la littérature sur les stratégies d'intervention pour remédier à l'hésitation vaccinale, c'est que malheureusement il n'y a pas une seule solution miracle, il n'y a pas une méthode qui fonctionne à coup sûr, mais certainement plutôt qu'il faudrait mettre en place des dispositifs complémentaires visant à la fois patients et médecins, là en l'occurrence les médecins généralistes. Voilà. Je vous remercie.